je disais, comme ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus, je pense qu'il serait intéressant que chacun ait l'occasion de se représenter pour ceux que j'ai eus par le passé et pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Je serais bien heureux de faire votre connaissance. Alors sur ce, je vais faire circuler le micro. Si vous pouvez peut-être en 1 minute ou moins me rappeler qui vous êtes et en quelle année est-ce que j'ai eu l'honneur de vous avoir dans ma salle de cours, cela me ferait énormément plaisir. Bonsoir, je m'appelle Sambaka, donc de la promotion GPE 7, 2005-2006. Je suis donc coordinateur de la cible de l'évaluation et de la performance au niveau du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Donc nous saluons la tenue de cette rencontre et félicitations et nos remerciements à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est Souleymane Bari, je suis du GPE 9. Présentement, je suis chargé de programme au niveau du ministère de la Justice. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Massen Gadjaga, GPE 9, 13 septembre 2007, 28 août 2008. Je suis conseiller en planification au ministère des Finances et du Budget. Je sers à la Direction générale des douanes. Je remercie Madame le ministre et j'ai le plaisir de rencontrer tous les GPistes. Merci. Bonjour, moi c'est Adama Sek. Je suis de la promotion 6, ZP6 2004-2005. J'ai été à l'ANSD au bureau de la comptabilité nationale. J'étais le chef du bureau de la comptabilité nationale. J'ai eu à plusieurs reprises à répondre à des requêtes de Madame le ministre quand elle était au commerce. On ne s'était jamais vu, mais ce qui m'a marqué ses ailes, c'est qu'à travers les essences de mails qu'on avait, chaque fête musulmane, elle envoyait des messages pour souhaiter une bonne fête. En tout cas, je tenais à remercier personnellement Madame le ministre parce qu'on ne s'était pas vu, on correspondait par mail. Je ne savais pas qu'elle avait fait ZPE. Mais présentement, j'ai quitté la NSD, je suis au ministère des Finances et du Budget, au niveau de la cellule d'études et de planification. Et pour finir, je disais que quand le réseau marchait, j'étais le secrétaire général du réseau des épistes. Donc on a eu à faire beaucoup d'activités, mais par la suite, c'est rentré dans léthargie. Peut-être qu'on peut revenir sur les détails. Merci, Madame le ministre, de nous avoir réunis et donner l'opportunité de se connaître. Merci. C'est aussi une occasion, je pense, de mettre un visage à chaque nom par rapport à tous les experts GPistes. Présentement, je suis chef des services administratifs à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci. Et pour faire un petit témoignage sur elle, avec les cours qui étaient chargés, mais elle trouvait tout le temps un temps de s'occuper de nous, inviter les Ivoiriens à prendre manger du tchéré. Donc, alors que tout un chacun était obnubilé par les cours, parce que c'était un programme très chargé. Donc, vraiment, je voulais faire ce témoignage. J'étais à la direction de la planification avec mes doyens Sambaka et Sohaibou Sonko. Mais depuis 3 mois, je suis chef du bureau de la programmation budgétaire au niveau de la direction des moyens généraux de la présidence de la République. Je voulais également aussi remercier le professeur et ça fait plaisir de le retrouver. Juste avant de venir ce soir, vers 17h, je visionnais une de ses vidéos où il expliquait une interview qu'il avait accordée à la radio ivoirienne. Donc, pour dire que vraiment, il nous a marqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Sambalo Benjaï. Je suis de la promotion 16, GP16, 2015-2016. Je suis chef de division suivi et planification du budget au niveau de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle,
l'apprentissage et de l'insertion. Donc, je profite de cette occasion également pour féliciter et remercier le ministre de l'initiative qu'elle a prise pour regrouper l'ensemble des GPIS, mais également de discuter sur un thème d'une importance capitale qui est les marchés à terme. Mais également dire la bienvenue au professeur Mbodja. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Je suis de la promotion 14, GP 14, 2013-2014. Je suis spécialiste en passation des marchés dans un projet financé par la Banque mondiale au ministère de la formation professionnelle. Bon, je n'oublie pas aussi que je suis contrôleur aux enquêtes économiques. J'étais au ministère du Commerce comme coordinateur de la cellule de passation des marchés. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour remercier Madame le ministre. Rappeler quand même, depuis notre retour ici au Sénégal, on avait l'initiative quand même de redynamiser un peu le réseau, mais par faute de temps ou bien d'avoir des contacts, on avait des difficultés quand même pour organiser ce genre de rencontre. Mais donc, si ça vient aujourd'hui, c'est l'occasion quand même de la remercier et féliciter. Et aussi souhaiter la bienvenue au professeur Mbodja, qui quand même, j'appuie M. Ndiaye, qui nous a marqué quand même lors de notre formation. Et d'ailleurs, je signale aussi, il y avait même des camarades de promotion qui avaient pris comme sujet de mémoire un thème pareil. Donc c'est un peu intéressant à mon avis, si aujourd'hui le choix porte sur les marchés à terme, dans ce contexte actuel. Parce que quoi qu'on dise, depuis que la loi sur le système de récépissé d'entrepôt au Sénégal a été adoptée, moi je m'attendais à ce genre de thème ou de sujet pareil. Donc c'est l'occasion, peut-être on aura l'occasion d'en revenir assez largement. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Dominique Gomis, chef de service, contrôleur du contrôle économique, chef de service départemental du commerce de Kébémer, par ailleurs président de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique du Sénégal. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Aïssatou Diamé. Je suis là en tant qu'invité. Je suis contrôleur du contrôle économique et en même temps présidente de la commission sociale de l'amicale des contrôleurs du contrôle économique. Merci. Youssouf Diouf, je suis commissaire aux enquêtes économiques en service à la division des filières, de la distribution et des statistiques, communément appelée division des enquêtes. Merci. Bonsoir tout le monde, moi c'est Issa Wad, je suis commissaire aux enquêtes économiques. En fait, je fais partie de l'amicale, donc on est venu au nom de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques, dont le président est ici présent. Donc on est venu aussi écouter et apprendre donc, du professeur. Merci. Bonsoir, je me prénomme Amadou Toubagnan, sortant de l'École nationale d'administration et commissaire aux enquêtes économiques. Et je suis le président de l'amicale des commissaires aux enquêtes économiques, invité par Madame le ministre à l'occasion de cette prestation tant attendue par le professeur Mbodja. C'est ça. Voilà. Donc j'en profite pour véritablement remercier Madame le ministre pour cette belle initiative et cette belle jonction entre commissaires aux enquêtes économiques sortant de l'École nationale d'administration et les GPIS sortant de l'école de GPE, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, c'est Amadi Nyanya Sissé. Je suis du GPE, je suis de la promotion GPE 3. Donc, il semble que je suis le plus ancien. Parce que je ne vois pas les 1 et 2. Je ne les vois pas parce que je les connais bien. Ce qui me vaut que j'ai même décroché. Mon dernier poste, c'était DG de la Grande Muraille Verte, Agence nationale de la Grande Muraille Verte, mais auparavant j'étais au ministère des Finances avec les Sonko et autres.
j'avais rejoint le ministère de l'Environnement, ce qui m'a valu d'être à la Grande Muraille Verte. J'étais ou bien je suis le président du réseau. Le président du réseau sénégalais des diplômés. Bon, j'en ai discuté tout de suite avec les amis de la table là, que vraiment il faut qu'on redynamise, comme il l'a dit, il faut qu'on passe le témoin. Quand même, à l'époque, on voulait vraiment passer le témoin, donner à, je ne dirais pas à plus jeunes, mais des gens plus frais que nous, pour que vraiment que le réseau puisse continuer. Donc, Madame le ministre, vraiment, nous vous remercions de nous donner cette opportunité, de nous revoir et même de mettre des visages sur certains que nous ne connaissions pas. Et aussi de nous avoir réunis autour d'un thème, parce que tout ce qui... Bon, on parle de marché à terme, mais je crois que tout ce qui touche aux produits agricoles doit nous intéresser, doit intéresser nous, les pays africains. Donc, professeur, nous, on va renouveler. Nous venons pour renouveler le cours. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Mamadou Sow. Je suis ingénieur polytechnicien, directeur de la Bourse nationale de sous-traitance et de partenariat du Sénégal. Et je suis là sur invitation de Madame la ministre. Je vous remercie. Bonsoir. Je ne dirais pas comme le Sowen, je ne dirais pas bonjour, mais je dirais bonsoir. En tout cas, je l'ai bien à l'œil. Je suis Sambandao, commissaire aux enquêtes économiques. Je suis aussi le secrétaire général du ministère du Commerce. Nous saluons cette initiative qui va nous permettre, en tant que ministère chargé de mettre en œuvre la politique commerciale du Sénégal, de voir comment est-ce que nous pouvons tirer profit du thème, mais également de la grande expérience du professeur. Parce que, comme vous le savez, quand vous êtes dans le feu de l'action, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas le temps vraiment de revoir. Mais avoir aussi l'approche universitaire, ça va quand même davantage vous recadrer, mais aussi vous donner d'autres nouvelles expériences et une autre vision. C'est pourquoi nous saluons vraiment ce dîner débat. Merci. Directeur général de l'organe de régulation des systèmes de récépissé et d'entrepôt de marchandises au Sénégal. Je suis là sur invitation de Madame le ministre du Commerce et des PME, que je remercie au passage, de nous avoir permis de connaître ce que c'est les GPistes. J'avoue que quand j'ai vu le mot sur votre page Facebook il y a quelques jours, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, mais c'est quoi GPiste? Est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de nom ou elle n'a pas fait une erreur en écrivant? J'ai dit non, ça veut dire quelque chose. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc on découvre le GPiste aujourd'hui. Donc c'est pour dire quoi? Vous avez un challenge, vous qui êtes ressortissant en tout cas de cette éminente école, pour que vous puissiez en tout cas davantage le partager au Sénégal, que nous puissions le connaître, nous autres qui n'avons pas fait ce GP-là. Peut-être qu'on aura la chance ou que nos petits frères ou nos enfants seront en tout cas très ravis de pouvoir le faire. Donc cette information, cette communication autour de ça, mais c'est vrai que ça pourrait être la cause de redynamisation de l'association. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je me présente Bakary Diatta, je suis le directeur général du LANAC, Laboratoire national d'analyse et de contrôle. Bon, j'ai un profil plutôt scientifique, mais néanmoins, j'ai été un peu, ça et là, donc informé, en tout cas sur des prestigieux enseignements du professeur, donc à travers mes collègues qui ont eu l'occasion de bénéficier de ces formations-là. Et là, ma foi, j'avoue que, comme l'a dit l'autre, je suis là pour apprendre, encore apprendre et toujours apprendre. Merci. Merci, bonsoir. Idrissa Diabira, le directeur général de l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises.
remercie Madame le ministre de nous avoir conviés à ce dîner-débat, rafraîchir les idées. Une grosse partie de notre problématique, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent accéder à des financements. Toutes les réflexions sur les marchés financiers, comme les marchés à terme, nous permettent justement de se mettre à jour de l'étendue des outils possibles. Et c'est un plaisir de découvrir la fratrie des GEPistes et au vu des parcours, encourager bien évidemment à redynamiser, puisqu'on voit les beaux parcours des GEPistes. Je pense que c'est important de renforcer la fratrie et puis de faire aussi parfois les lobbies nécessaires pour aller au-delà. En tout cas, tous nos encouragements et encore merci. Et hâte d'écouter le professeur et son cours. Merci. Ndiaye, GP5. Donc, je suis venue un peu en retard parce que je devais vous ramener la GP6 qui est venue en vacances depuis hier, qui est ma petite sœur qui m'a trouvée au GPE quand j'étais là-bas. Donc, je suis au niveau de la cellule de suivi de l'intégration, chargée de la surveillance multilatérale à la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Je remercie le ministre de nous avoir permis et de donner l'occasion de revoir nos collègues GPistes là qui sont là. Donc on est là au Sénégal, mais pris par le travail et le temps, donc on se voit très rarement. Mon grand Sonko est là, on ne s'est pas vu depuis 3 ans. Donc je vois mes collègues là. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est Baïdi Bokarsi. Je suis chef de bureau de suivi à l'inspection interne du département du commerce. J'ai été invité pour participer à ce dîner-débat. Merci. Donc, qui est difficile à organiser. Or, pour l'existence d'un marché à terme et pour éliminer les risques, il faut que cette organisation soit réglée et que les acteurs soient quand même très bien organisés et que le système, que le secteur financier aussi puisse assister pour financer la commercialisation et la production. Alors, je crois une note de 19,99 pour ne pas lui donner 20 sur 20. Voilà. Je retiens une petite note là. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque à ajouter avant que je continue ma discussion? Quelqu'un d'autre? Une question? Alors, quel est mon rôle ici? Donc, si la vidéo a répondu à toutes vos questions, je vous dis au revoir, c'est ça? Donc, moi, en fait, j'ai une petite remarque sur les marchés à terme, puisqu'on est un pays sous-développé, donc un pays en développement. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'essentiel de notre consommation en général donc, nous vient de l'étranger. Ce sont des importations. Et d'après la vidéo, donc, le marché à terme constitue un peu un filet de sécurité donc, pour le commerçant, pour l'opérateur économique. Donc cela entraîne évidemment 2 faits majeurs. Le premier fait majeur donc, j'ai appris de cette vidéo est que l'opérateur économique a l'obligation de sécuriser sa commande des mois avant. Pourquoi? Parce que, donc, en fait, comme vous l'avez relaté dans la vidéo, les prix bougent chaque seconde qui soit. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus le mois, ce n'est plus la semaine, mais maintenant, donc, c'est plus ou moins la seconde même. Donc, on est obligé de sécuriser la commande que nous faisons tous les jours par rapport, par exemple, à l'alimentaire. Donc, je donne un exemple. Le blé. Donc, on s'est rendu compte que depuis janvier 2000, ou bien alors depuis décembre 2020, le blé a eu une tendance haussière. Donc, c'est parti de 210 jusqu'à 240, de 240 jusqu'à 270. Actuellement, donc, le blé se stabilise autour de 290. Donc, si par ailleurs les acheteurs que nous sommes payent
dollars. Oui, par tonne, oui. Tout à fait. Donc, en fait, si le pays en développement que nous sommes avait anticipé donc, cette tendance haussière, donc, en fait, on n'aurait pas véritablement subi cette flambée des cours mondiaux du blé, et que, par conséquent, donc, les prix même qui sont inhérents au pays, donc qui sont internes, donc, ne bougeraient pas. Par exemple, le prix de la farine ne va pas s'envoler de sitôt, et donc les prix dérivés du prix de la farine, comme par exemple le pain, donc ne vont pas aussi s'envoler donc de sitôt, pour que l'État puisse intervenir même en amont pour subventionner ou bien alors pour donner un coup de main à nos acheteurs locaux. Donc le deuxième fait majeur est que un pays en développement doit alors avoir des réserves de sécurité. Donc des réserves de sécurité alimentaire par rapport donc à sa consommation. Étant entendu que la consommation, c'est la somme entre la production et les importations. Donc si la production ne suffit pas, donc ce sont les importations qui viennent en risque. Donc d'où la nécessité alors donc de sécuriser les importations avant que véritablement la consommation ne puisse booster donc en avant les cours mondiaux donc, de nos acheteurs locaux. Donc ces deux faits majeurs, donc anticiper les commandes, donc faire des anticipations rationnelles, et de deux, aussi sécuriser ces mêmes commandes, donc à savoir la constitution des réserves alimentaires. Merci. Je suis au centre maintenant, ça c'est mon temps ça. Donc parlez-moi s'il vous plaît, voilà. Donnez-moi votre attention. Alors, je vais vous montrer à peu près le degré de standardisation de ces produits-là. Comme tout à l'heure, j'ai indiqué que la quantité est connue à l'avance, la qualité, ainsi de suite. Alors, si je prends par exemple ce contrat, le contrat, c'est le contrat à terme sur le maïs. Le corn futures, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, le contrat à terme ou futures en anglais. Alors, si je clique ici, par exemple, voilà. Alors, si je clique là, vous voyez le prix du maïs là. Ce prix-là, c'est en boisseau. Ça, c'est le mot français. J'ai cherché ce prix-là. En anglais, on dit bushels. B-U-S-H-E-L. S au pluriel. Alors, c'est une unité de mesure. Donc, un bushel, ça correspond à 25,4 kg. Exactement 25,4 kg. Donc, un boisseau est égal à 25,4 kg. Alors, si je vous sors, par exemple, vous voyez là où ça dit specs. Specs, ça veut dire specifications. Si vous specifications, ça vous donne les spécificités de ce contrat-là. Excusez mon français, vous devez quand même dire que je me bats très bien. Ma langue de travail, c'est l'anglais. Je n'ai jamais écrit en français, même pas un bonjour. Alors, si vous allez sur Internet voir mon profil, vous allez voir que je n'ai jamais écrit un livre ou un article en français. Donc, si je clique la specs, voilà, corn futures, contract specifications. Donc, un contrat à terme sur le maïs, c'est pour 5000 boisseaux de maïs. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, un boisseau, c'est 25,4 kg. Donc, si vous faites les mathématiques, 5000 fois 25,4, ça fait à peu près 127 000 kg, soit 127 tonnes. Ouais. Donc, quand vous prenez l'engagement d'acheter ce contrat, vous avez pris l'engagement d'acheter 127 tonnes de maïs. Ni plus ni moins. Donc, un producteur de maïs qui anticipe une production de 127 tonnes peut écouler sa production à terme. Alors, généralement, comment ça se fait? Je racontais, je ne sais plus si c'était à Madame le ministre l'autre jour, pendant que je faisais mes études doctorales, j'avais un ami dont les parents étaient des agriculteurs.
Alors, quand on parle d'agriculture aux États-Unis, il s'agit de très grandes surfaces. Il s'agit de la mécanisation. Voilà, et c'est le lieu, par exemple, de reconnaître les efforts que Madame le ministre est en train de faire. Elle a un projet, n'est-ce pas, qui vise à mécaniser l'agriculture. Moi, je crois que c'est un très, très bon projet. Donc, un producteur de maïs ou un agriculteur en général, il ne s'agit pas de petites cultures, là, il ne s'agit pas de... Voilà, mais s'il achète un contrat à terme, on dit, ah, il a spéculé. Alors, je demande souvent aux gens de m'expliquer la différence. Alors, donc, quand vous achetez des titres obligataires, par exemple, émis par le gouvernement sénégalais, les gens disent, ah, c'est un bon placement, il a fait un bon investissement. Mais si j'achète un contrat à terme, on dit, ah, ça, c'est de la spéculation. Donc, à mon humble avis, à la limite, je dis qu'il s'agit d'une question de sémantique. Alors, dans le marché à terme, en plus, n'est-ce pas, des gens qui ont un intérêt immédiat au produit qui est commercialisé, il y a des agents économiques comme moi, n'est-ce pas, qui sont intéressés au gain. Donc, quand j'achète un contrat à terme, par exemple, à 20 $, je le fais parce que j'espère pouvoir le vendre à 25 $. Voilà. Ou quand je vends un contrat à terme, oui, parce que je peux me mettre du côté vente comme je peux me mettre du côté achat. Vous n'avez pas besoin d'être propriétaire du produit sous-jacent. Puisque le contrat à terme, c'est juste une promesse. C'est juste une promesse d'achat, une promesse de vente. Voilà. Et au moment où vous négociez ce contrat, généralement, il n'y a pas un prix, vous ne payez pas un prix. Mais par contre, vous êtes tenu de déposer un montant symbolique qui vise à démontrer votre bonne foi. C'est pour dire, n'est-ce pas, à la chambre de compensation, écoutez, je suis sérieux. Voilà. Dans le cas du Chicago Mercantile Exchange que vous avez vu, cette marge initiale, comme ça s'appelle, ce dépôt initial, se situe entre 5% et 10%, dépendant du produit en question. Alors pour les produits financiers, ce dépôt initial est très faible, parce qu'il y a le contrat à terme sur les titres obligataires. Hein? Il y a un contrat à terme sur des produits financiers, il y a des contrats à terme comme nous sommes en train de le voir sur les produits agricoles. Il y en a sur le maïs, il y en a sur le blé, il y en a sur le soja, you name it, il y en a sur le lait. Parce que si vous êtes producteur de lait, la variation des prix vous intéresse. Alors, ou bien si vous transformez le lait, par exemple, en yaourt, voilà, la fluctuation des prix du lait vous intéresse. Alors, les gens me posent souvent cette question et j'anticipe qu'elle me sera posée aujourd'hui. Alors, mais quel rôle jouent, par exemple, les entrepôts dans ce type de marché? Les entrepôts sont très, très importants, quand bien même la livraison de la marchandise a lieu dans à peu près 1% des cas seulement. On prévoit, cette possibilité-là est prévue. Dans le cas, par exemple, du bétail, voilà, les contrats à terme existent sur le bœuf. Quand je dis bétail ici, je pense au bœuf. Parce que si vous êtes dans la charcuterie, le prix du bœuf vous intéresse. C'est un intrant pour vous. Vous devez savoir à peu près quel est le prix d'achat quand vous aurez besoin de cet entrant-là. Alors, si vous êtes éleveur, vous avez un troupeau, je ne sais pas de combien de têtes, vous savez que peut-être dans 3 mois, vos bêtes seront prêtes à être écoulées sur le marché, mais vous ne savez pas à quel prix, mais vous connaissez le prix actuel. Mais vous ne savez pas le prix qui sera, n'est-ce pas, en vigueur dans 3 mois. Alors, donc, c'est un risque réel. Le risque du point de vue de l'éleveur, c'est un risque de baisse de prix. Voilà. Et du côté du charcutier, le risque, c'est la hausse des prix. Voilà. Donc, les anticipations sont vraiment opposées. Chacun cherche à gérer son risque. L'éleveur cherche à gérer le risque de baisse de prix et le charcutier cherche à gérer le risque d'augmentation des prix. C'est cela qui rend possible l'existence de ce genre de marché. Alors, la liquidité ici signifie qu'il y a un nombre assez élevé d'éleveurs
Donc il y a suffisamment des animaux disponibles et que du côté d'achat, il y a suffisamment de personnes qui sont prêtes à acheter. C'est ça le concept de liquidité. Parce que s'il y a seulement 2 personnes, un éleveur et un charcutier, ils peuvent facilement négocier entre eux. Donc la liquidité dans ce marché est très très importante et la liquidité a à voir avec la quantité, n'est-ce pas, la quantité du produit du sous-jacent. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure, M. Diallo, vous vous rappelez? Voilà. Il faut que la quantité soit suffisante, voilà, pour justifier l'existence de ce marché. Si c'est un marché, n'est-ce pas, de quelques tonnes seulement, ce n'est pas intéressant. Mes chers amis, ce contrat, c'est pour 40 000 pounds. Pounds, ça fait approximativement 18 tonnes de bœuf vivant. Alors, si vous faites un simple calcul, s'il s'agit, je parle de bœuf américain, je ne parle pas de nos maigres bœufs désertiques. Alors si vous parlez de bœuf américain, vous savez que tout est costaud chez nous. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a pratiquement 40 ans, j'étais maigrichon comme ça. Si on soufflait, si on soufflait sur moi, là, je tombais, mais regardez où je suis maintenant. Alors, tout est énorme chez nous. Donc, tout à l'heure, j'ai calculé un peu. Alors, s'il s'agit d'un bœuf, d'un mâle, je ne sais pas comment on appelle le mâle en français, si c'était un garçon, voilà, c'est un mâle. Ici, il s'agit d'environ 17 bœufs. Si c'est bœuf garçon, environ 17. Ouais. Voilà. Donc, mâle, voilà. Si c'est bœuf mâle, c'est environ 17 têtes. C'est environ 17. Maintenant, si c'est bœuf femelle, c'est environ 25. Donc 40 000 tonnes là, de viande, là, ça correspond entre 17 et 25 animaux. Vous voyez? Donc, si vous achetez un tel contrat, vous vous engagez à acheter ce nombre de bœufs là. Ou si vous vendez un contrat à terme, vous prenez ainsi l'engagement de vendre ce nombre de bœufs. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel bœuf. La qualité est bien déterminée. Alors, je peux vous montrer la qualité. Moi, je ne sais même pas ce que ça signifie parce que je ne suis pas vétérinaire. Mais on précise la qualité. Alors, si vous décidez de livrer, et je reviens au problème d'entrepôt, ces bouchers sont tenus de maintenir un entrepôt sur les produits qu'ils commercialisent. Donc, si la bourse vend le contrat à terme sur le bœuf, ils doivent avoir un entrepôt pour le bœuf. S'ils vendent le maïs, ils doivent avoir un entrepôt pour le maïs. Parce qu'il y a cette possibilité, environ 1%, que quelqu'un voudrait prendre livraison ou que quelqu'un voudrait livrer la marchandise. Alors, dans ce cas, cette livraison a lieu à l'entrepôt même. Donc, j'explique pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les gens préfèrent ne pas livrer ou accepter la livraison, parce que c'est très compliqué. Moi, je vis à Détroit. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Détroit, c'est sur la frontière avec le Canada. Je traverse juste un pont ou je prends juste un tunnel et je suis au Canada. Actuellement, j'enseigne à l'université de Windsor aussi, mais je le fais en ligne. Mais quand je le faisais en présentiel, quand je pars de chez moi jusqu'à l'université de Windsor, c'est exactement 45 minutes. Parce que j'ai une carte spéciale qui me permet de traverser sans être contrôlé tellement à la douane. Donc, environ 45 minutes, je suis arrivé à l'université. Vous voyez, je veux dire, je suis beaucoup plus rapproché du Canada que du Texas, par exemple. Alors, si j'achetais un contrat à terme sur le bétail, et ça se vend sur le Chicago Mercantile Exchange, qui est à Chicago, bien sûr, comme le nom l'indique. Alors, je connais cet entrepôt puisque je l'ai déjà visité plusieurs fois. À un moment, j'ai amené mes étudiants pour leur montrer comment ça marche, pour leur dire, écoutez, ce n'est pas seulement des connaissances livresques, c'est comment ça se passe en pratique. Donc, si j'achète ce contrat, j'ai l'engagement d'acheter entre 17 et 25 animaux vivants. Alors, si je décide d'accepter la livraison, je dois me déplacer physiquement
pour aller à Chicago et au-delà, parce que cet entrepôt-là est exactement à 2 heures de Chicago dans les conditions de route normales. Donc je dois aller physiquement à l'entrepôt. Et la personne qui livre doit, peut-être la personne est au Canada, la personne doit charger, je ne sais pas combien de camions il faut pour 25 bœufs. Ils doivent charger ces animaux-là et aller à l'entrepôt, qui est le lieu de rencontre. Et à l'entrepôt, il y a un spécialiste, dans ce cas, un vétérinaire, qui prend un échantillon du sang, voilà, et le passe en laboratoire pour déterminer si ces animaux sont acceptables selon les termes du contrat. Donc, vraiment, préparez vos questions, Je fais un effort pour y apporter des éléments de réponse. Bon, avant que je ne... Voilà, énergie. Donc, vous voyez ici, regardez là, mes chers amis, agriculture, ça c'est dans le marché à terme sur les produits agricoles. C'est dans ce marché qu'on trouve les contrats à terme sur le blé, sur le maïs, sur le soja, sur l'huile de soja, sur le miel de soja. Et la liste est vraiment longue. La liste est très longue. Et puis là, vous avez le contrat. Bon, ce contrat-là, c'est average daily and historical value. Vous voyez? June 2021. Voilà. Moi, je n'arrive même pas à lire ça. Ça, c'est quoi? Notional. Je savais que je n'ai pas bien lu. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Hein. C'est pour ça que quand madame d'abord m'a demandé si j'avais un support, j'ai dit j'ai mon support dans mon cours, je peux le réciter. Mais c'est pas, si je le mets devant vous, je ne pourrais pas lire. Donc, ça c'est Average Daily Notional Value. Au mois de juin 2021, le contrat sur les produits agricoles avait une valeur de 70,2 billions. Billions, c'est milliards de dollars. Ça, c'est la valeur notionnelle, voilà, de ces contrats-là. Et vous avez les contrats à terme sur les produits énergétiques, sur les indices de marché, tels que le Dow Jones, le New York Stock Exchange, le Composite Index, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous en avez sur les devises, foreign exchange, les contrats à terme sur les devises. Vous avez les contrats à terme sur les taux d'intérêt, hein, sur les métaux précieux, precious metals, voilà, tels que l'or, silver, c'est comme sur l'argent, le cuivre, copper, l'aluminium, ainsi de suite. Parce que si vous êtes producteur d'or, bien sûr que la fluctuation des prix de l'or vous intéresse. Si vous êtes bijoutier, la fluctuation des prix vous intéresse. Mais pour ce qui nous concerne, les contrats les plus intéressants, n'est-ce pas, sur lesquels nous devons travailler, évidemment, c'est ceux qui se portent sur les produits agricoles. Bon, d'une certaine manière, sur le secteur énergétique, parce que quelqu'un m'a expliqué que bientôt on va commencer à produire le pétrole ici. Voilà. Au lieu de faire ce que l'Angola a fait, j'étais en Angola une fois. Ils avaient vendu leur production pétrolière sur une durée de 10 ans dans le marché dit de gré à gré avec les sociétés multinationales. Et je me rappelle très bien, ils avaient écoulé leur pétrole à 30, je crois c'est 30 ou 31 $ le baril, un chiffre vraiment ridicule comme ça. Quand le prix du pétrole, quelques temps après, est passé à plus de 60 $ le baril. À un moment donné, il était même coté à plus de 100 $ le baril. Alors quand j'ai posé la question de savoir pourquoi ils l'ont fait, ils disent, oh nous on voulait vraiment pouvoir faire des planifications, sachant exactement sur quel revenu on devait compter. Je dis, mais vous devez nous appeler, vous devez vous aider à mieux structurer ces choses-là. Non? Si je clique sur l'énergie là, c'est juste pour vous donner un exemple du degré de standardisation dans ces marchés. Alors, si je clique là, vous allez voir par exemple, voilà, ça prend du temps. Come on. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas ceux qui sont au fond, je ne sais pas si vous arrivez à lire.
New York Harbor. Bon, vous savez que le pétrole, comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Hein? C'est le cas de dire ici, tous les pétroles ne se valent pas. Il y a pétrole et pétrole. Il y a le pétrole saoudien, il y a le pétrole nigérian, le pétrole norvégien. Il y a des pétroles qui sont de meilleure qualité parce que le contenu sulfurique, je ne sais plus comment dire ça, est moindre. Donc le coût de transformation est moindre. Et vous avez ici le crude oil futures, gasoline. Le gasoline, c'est un dérivé du pétrole brut. Donc, vous avez le contrat à terme sur le brut. Vous avez le contrat à terme sur le gasoline, qui est un dérivé du pétrole brut. Vous avez même le contrat à terme sur l'huile de chauffage, qui est aussi un produit dérivé du brut. Alors, si vous regardez, par exemple, aux États-Unis, sur la côte nord-est, c'est-à-dire vers New York, New Jersey, ainsi de suite, vous avez de très vieilles maisons, des maisons qui ont été construites dans les années 1700 quelque chose, 1800 quelque chose, qui n'ont pas été remodifiées, n'est-ce pas, pour être électrifiées, de manière à permettre aux gens de se chauffer pendant l'hiver. Ces maisons continuent à utiliser l'huile de chauffage. Voilà. Vous arrivez là, il y a des conteneurs là qu'on approvisionne. Donc, au lieu d'utiliser l'électricité ou le gaz, on utilise plutôt l'huile de chauffage, qui est un produit dérivé. Donc, mais ce que je veux partager avec vous, parce qu'on va bientôt produire le pétrole, c'est le crude oil futures là. C'est un contrat que j'aime beaucoup. Personnellement, j'investis dedans. Donc, quand je dis j'investis, les gens peuvent dire je spécule. Bon, voilà, le choix est le vôtre. Alors, si vous regardez ce contrat, comme vous savez déjà ce que je veux faire, vous cliquez sur Specs. Voilà. Vous cliquez là. Ça, c'est pour 1000 barils. Donc, si vous vendez ce contrat, vous avez pris l'obligation de vendre 1000 barils. Alors, un baril, ça fait à peu près 42 gallons. Donc, il s'agit de 42 000 gallons. Alors, un gallon américain, c'est à peu près 4 litres approximativement, 3, vous pouvez regarder sur Internet. Hein. Un gallon, parce qu'un gallon en Amérique, ce n'est pas la même chose qu'en Angleterre. Mais aux États-Unis, un gallon, c'est presque 4 litres. Donc, si vous prenez 1000 barils multipliés par 42, ça fait 42 000 gallons, que vous multipliez par presque 4. Vous voyez que c'est une quantité énorme. Est-ce que quelqu'un a fait les mathématiques, s'il vous plaît? Faites un peu les mathématiques là. 100 combien? 168 millilitres. 168 millilitres. Il y a le calculateur sur votre... 168 millilitres. Bon, je vous pose une question. Vous consommez à peu près combien de litres par mois? Faites les mathématiques, je vais vous mettre au travail là. Comme ça, je peux reposer un peu ma bouche. Hein? Faites un peu les mathématiques, s'il vous plaît. Combien de litres est-ce que vous consommez par mois? Donc, mais vous êtes des grands économistes, vous ne faites pas un budget. Vous devez même réfléchir. Monsieur Diallo, vous consommez combien de litres par mois? Litres de carburant, vous conduisez. Vous n'avez jamais calculé. Donc, vous n'avez pas un budget alors. Monsieur Diallo dit qu'il n'a pas de budget. Lui, il dépense seulement. Donc, ça fait combien, s'il vous plaît? Revenons au sérieux. Je veux vraiment savoir. Combien? Vous consommez environ 100 litres par mois? 300. Bon, donc disons en moyenne 200 litres. Pour un consensus. Parce qu'elle a dit 100, vous dites 300. Bon, écoutez, mes chers, bon, supposons que la moyenne c'est 200 litres le mois. Bon, multiplié par 12 pour voir votre consommation annuelle. C'est pour vous amener à comprendre que cette quantité-là, vous allez la consommer des générations et des générations.
Ça c'est une quantité énorme. Vous voyez, c'est une quantité vraiment, vraiment énorme. Alors, donc, si j'achète ce genre de contrat et que je décide de prendre une livraison, qu'est-ce que je vais en faire, moi? Déjà que la livraison se fait à Cushing. Cushing, c'est une ville à Oklahoma. Donc, je dois me déplacer de Détroit avec mes camions, là, où on peut mettre le carburant, le pétrole brut. Je me présente à Cushing avec mon contrat. J'ai dit, bon, je suis là pour prendre la livraison. Voilà. Et il s'agit du pétrole brut d'une certaine qualité. Donc, je viens avec mes tonneaux, on va les remplir. Alors, il s'agit du brut que même les arrière grands enfants vont utiliser. C'est des quantités vraiment énormes. Qui a besoin d'une telle quantité? Bon, si vous êtes une raffinerie, c'est autre chose. Mais moi, je suis... D'accord, professeur. Oui. Mais avant de poser la question, je voudrais partager une petite expérience qui peut-être a une similarité et une grande différence aussi. L'ANCAR, c'est l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Dans le cadre de l'appui aux producteurs, avec les conseils agricoles, à l'approche de l'hivernage, ils font ce qu'on appelle la mise en marché. C'est-à-dire les GIE qui sont encadrés, ils cherchent des acheteurs de leurs produits et signent un contrat. À la seule différence que ce contrat n'est pas revendu. Oui, mais ça, c'est le contrat qui est préagréé. C'est un peu ce que M. Ceci est en train de faire actuellement avec l'agence de... Ceci, comment ça s'appelle Oui, oui. Ça c'est un élément. L'autre élément, quand je prends le contexte de l'arachide au Sénégal, il y a beaucoup de contraintes qui font que, aujourd'hui, si le producteur s'engage, il y a une non-maîtrise, par exemple, des systèmes de production qui font qu'on peut ne pas arriver à produire la quantité qui est sollicitée. Bon, je crois que c'est un débat intéressant, d'abord posé par le ministère de l'Agriculture et le Conseil agricole, en plus appuyé par le ministère de l'Économie qui doit organiser l'économie sur le plan national. D'abord, nous intervenons dans la post-production. Et dans l'exposé, le professeur a parlé de qualité et de quantité. Pour qu'il y ait la qualité et la quantité, il faut aussi respecter l'itinéraire technique. Moi, je crois que c'est là où devait intervenir le conseil agricole avant d'aller signer les contrats. C'est de garantir que la qualité sera là, la quantité sera là, et de maîtriser les statistiques par rapport aux surfaces emballagées, aux intrants consommés et aux prévisions de récolte exactes. Moi, je crois que c'est à partir de là, de cette maîtrise-là, qu'on pourra organiser le marché. Mais quand tout est aléatoire, on déclare souvent des récoltes qu'on trouve difficilement dans le marché. Je prends l'exemple. L'année passée, on nous a dit que les petits producteurs avaient 90 000 tonnes. On demande aux grands producteurs d'arrêter au 20 mars. Et le 15 mai, on n'avait plus de la production des petits producteurs. Alors qu'on avait déclaré 90 000 tonnes. En 2 mois, 10 jours, on n'avait plus de production. Alors que la consommation du Sénégal avoisine 7 500 tonnes. Donc, si on n'a pas de statistiques de production fiables, que la quantité déclarée donc, ne se retrouve pas dans le marché, que la qualité fait défaut parce que souvent les producteurs ne respectent pas les techniques définies par les techniciens. Donc il y a un problème pour organiser le marché. Dans actuellement l'organisation des acteurs au niveau des interprofessions, nous avons des collèges qui sont divisés en sous-collèges, par exemple de l'Est des commerçants, de l'Ouest, du Nord et du Sud, avec certaines régions, avec des transporteurs aussi qui sont organisés, qui ont des bureaux. Donc, on préférait faire la contractualisation par zone.
Parce que durant longtemps, les importateurs ne s'impliquaient pas dans la production, dans la commercialisation. C'est depuis 3 ans, lorsqu'on a décidé de dire qu'avec les lettres de véhicules, quand on calcule, on prend en compte l'effort fait par les importateurs pour donner les quotas, qu'on a senti l'implication des importateurs. Il y a eu des cas de contrats réussis avec par exemple, les CIPA de Matam, avec des importateurs qui quittent Dakar, qui contractualisent et qui achètent. Mais là aussi, le problème fondamental auquel on est confronté, c'est le problème des infrastructures de stockage. Et là, j'interpelle aussi le ministère de l'économie quand on dit, et c'était la restriction, je crois que Mme Sarr était là, que sur 100% investi dans l'agriculture, 95% va à la production et seul 5% à la post-récolte. Donc il y a des choses donc, sur le plan de l'investissement à réorienter pour qu'on puisse avoir un secteur post-récolte performant qui est capable d'être un levier pour la production. Parce que nous avons vu que quand le marché est très bien organisé et garanti, la filière se développe. L'oignon, on est parti à 2 mois de production en 2004, de couverture de la consommation par la production pour aboutir à 8 mois. Et l'exemple, je crois, le plus concret, c'est l'exemple de la pomme de terre. En 2014, on a fait un essai avec 2 mois, 10 jours. Et actuellement, on est à 8 mois, 15 jours de couverture. C'est parce qu'il y a aussi des privés qui ont investi dans la post-production et qui ont des chambres froides d'une capacité à peu près de 60 000 tonnes. Donc on est en train d'essayer, avec un système bancaire, avec l'assurance, pour avoir des contrats de gré à gré, mais aussi impliquer les instituts de recherche pour nous aider quand même à avoir un produit de qualité. Et là, tout le monde doit s'y mettre, mais chacun aussi doit bien faire son secteur. Quand il y a un défaut de planification, tous les problèmes qu'il y a au niveau de l'agriculture, défaut de planification, la désorganisation des acteurs, la non-maîtrise des statistiques se retrouve dans la commercialisation pour la perturber. Et on crie au niveau de la commercialisation, alors que ce sont des défauts qui ont eu lieu dans la production. Professeur, vous permettez, comme que le micro est à côté de moi, je vais en profiter. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ce cours magistral qui nous a vraiment beaucoup édifié sur l'importance des marchés à terme, surtout dans ce cadre de commercialisation des productions agricoles. Moi, je voulais surtout insister sur deux mots, deux notions. C'est la quantité et la qualité qui interpellent le ministère du Commerce, dans le sens où je pense que pour que le marché à terme puisse aboutir, il faut qu'il y ait des préalables. Et ces préalables, par rapport à ma vision, et ce sont des préalables qui peuvent exister au niveau du ministère du Commerce. Par rapport à la quantité, c'est normalement le poids, n'est-ce pas? Vous avez parlé de nombre ou bien de kilogrammes, de tonnes. Donc là, tout de suite, je pense à la métrologie. Il faut avoir des instruments de mesure qui sont certifiés, qui sont aussi conformes pour pouvoir poser cela. Quand on parle de qualité, on parle de normes, on parle de certification, on parle d'organismes d'évaluation de la conformité pour dire qu'effectivement, ce maïs-là, il est de cette qualité parce qu'il respecte telle norme qui est rendue obligatoire peut-être par tel règlement. Mais aussi, de manière générale, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle l'infrastructure qualité en tant que telle.
Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que pour que le client soit confiant par rapport à ce que va lui donner le fournisseur, il faut qu'il y ait d'abord ces éléments-là pour moi. Donc, le ministère du Commerce, je pense, a quand même un rôle important dans cette mise en place-là. Nous avons l'ARM, nous avons l'organe de régulation du système de récépissé des entrepôts, la direction du commerce intérieur joue ce rôle sur la qualité et sur la quantité, nous avons le LANAC. Donc, pratiquement, le vœu que l'on a émis aujourd'hui ici, qu'on appelle à réglementer ou à réguler ce système-là, je pense qu'il peut être à notre disposition. C'est pourquoi moi je suis vraiment très favorable à la mise en place d'un pilote qui va prendre en compte tous les sectoriels. Oui. L'agriculture, l'élevage, le ministère de l'économie, les finances naturellement. Tout cela pour quand même vraiment essayer de dépasser aujourd'hui ce problème de commercialisation des produits agricoles. Ce sont mes impressions et je vous remercie. En termes de gestion peut-être des approvisionnements et des prix. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, en fait pour ceux qui ne sont pas du ministère du Commerce, de savoir sur quel registre nous jouons, sur quel levier nous nous appuyons généralement pour en arriver à la fixation de prix. Donc la première partie de mon intervention portera sur ça. Depuis 1994, nous sommes dans une libéralisation. Les prix des biens et services est déterminé par le libre jeu de la concurrence. Ça, je suis dans les liens de la loi 94-63 sur les prix, la concurrence, le contentieux économique. Quand on avance, on sait qu'à l'intérieur de ces contraintes, parce que la libéralisation va avoir l'allure, va dégager l'allure de contraintes, l'État va se prépositionner à l'intérieur de cet espace de contraintes pour aménager des espaces de liberté. C'est-à-dire permettre à l'État, par moment, de venir faire des fixations concernant les prix. Donc nous avons les prix sur le régime de la liberté, ce qui est la règle. Nous avons des prix homologués à différencier de la fixation autoritaire. Je ne suis pas encore dans ce que l'ARM est en train de faire. Mais il serait bon de partager que par moment, donc, il y a des outils qui sont mis à disposition, à la disposition du ministère du Commerce, que celui-ci peut utiliser pour intervenir en matière de prix selon les situations. L'homologation, c'est quand une société, une entreprise, après avoir intégré ses charges et tout, dépose un cadre de prix auprès de l'autorité, le ministre, et que cherche l'autorisation à vendre à tel prix. Si le ministère ne répond pas au bout d'un temps, ça vaut autorisation. Si le ministère répond, cette réponse sera considérée. Maintenant, donc ça veut dire que si on vous homologue, on vous autorise à vendre à tel prix. Les produits peuvent valser d'un régime de prix à un autre. Sur la fixation autoritaire, c'est d'autorité que l'État dit que voilà, le prix du exemple du carburant sera vendu à tel prix. Et que là, il n'y aura pas de contestation parce que c'est d'autorité fixée. Je voulais faire cette petite remarque maintenant pour un peu flirter avec la question agricole qui m'intéresse. Professeur, j'ai travaillé sur le riz par 2 fois sur 2 mémoires de fin de formation. Le premier, c'est à l'École nationale d'administration. L'intitulé, c'était la filière riz 2 points, enjeux de souveraineté alimentaire. Et quelques années plus tard, en Corée du Sud, un autre mémoire sur le riz, mais avec un autre sujet, un autre angle d'attaque, the effect of food self-sufficiency on a state developing country, case study of rice in Senegal. You may understand my topic. OK. Quand j'ai flirté avec ce sujet, donc c'est un produit agricole, je me suis rendu compte que
Pour ce qui est de ces contrats, de ces marchés à terme, il n'y a pas que les avantages aussi, il y a des inconvénients. Aujourd'hui, la Chine, qui a perdu son autosuffisance en riz, du fait de la présence de certains éléments chimiques dans les eaux qui ont motivé certaines craintes qui font que les populations préfèrent parfois s'approvisionner à côté, a motivé une grosse commande sur 5 ans de riz par la Chine au niveau donc des pays voisins. Mais je crois que c'est peut-être ces genres de contrats-là qui aident les géants aussi à déstructurer un marché et véritablement à installer le désespoir chez les pays moins nantis. On est à l'international. Personne ne peut résister contre les forces du marché, l'offre, la demande, les prix. Aucun État n'a la possibilité de réguler ça. Seule la sécurisation des approvisionnements peuvent nous aider à en atténuer les effets. Alors, ce même cas de figure peut aujourd'hui en fait survenir ici au Sénégal. La nécessité pour nos différentes entreprises de se formaliser, puisque pour véritablement répondre aux exigences donc des marchés à terme qui exigent à la fois une certaine quantité et une certaine qualité, il est important que les propriétaires de ces entreprises-là soient en tout cas au fait de leur travail, mais aussi des conditions de production. Quelqu'un le disait tout à l'heure, souvent nos producteurs ne respectent pas les itinéraires de production. Mais, professeur, je voudrais vraiment vous remercier. Mais remercier l'ensemble des participants à ce dîner-débat, qui n'est qu'une fenêtre ouverte. Et donc, je voudrais que nous profitions de cette rencontre pour redynamiser véritablement le réseau GPE, mais également développer la coopération entre le réseau GPE et certaines structures. Aujourd'hui, une question qui nous intéresse particulièrement, comme j'ai eu à le dire, c'est la commercialisation des productions agricoles, puisque chaque année, nous voyons que nos producteurs ont du mal à écouler leur production, ce qui est à la fois aberrant, mais aussi navrant, puisque ce que nous souhaitons, c'est que nos producteurs gagnent davantage de revenus, puisque nous savons que la richesse vient forcément de la terre, d'autant plus que notre population est pour une large part rurale, et donc que l'agriculture aussi nourrit plus de 70% un peu de la population sénégalaise. Donc je voudrais réitérer en tout cas ma demande faite au réseau du GPE de venir nous accompagner dans le cadre en tout cas de cette décision que nous avons véritablement prise au niveau du ministère du Commerce et des PME, d'apporter une réponse vraiment définitive à la problématique de la commercialisation des productions agricoles. Et nous voudrions que tout soit mis en œuvre pour qu'au moins l'année prochaine, qu'on sente au moins un minimum d'amélioration, parce qu'il ne sert à rien à chaque fois de revenir pour poser les mêmes problèmes, vivre les mêmes situations regrettables et déplorables. L'ARM a eu à proposer, en tout cas, un projet en 2014 en vue de l'implantation de certaines infrastructures de stockage. Ce projet sera encore remis sur la table, puisque aujourd'hui, cette question intéresse particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et professeur, moi je suis également de votre avis. Il faut que nous travaillions à mettre en place un pilote. Oui, la dynamique communautaire est importante,
elle peut permettre de vraiment développer des synergies et donc d'atteindre rapidement des objectifs bien assignés. Mais comme jusqu'à présent on est encore à l'état de discussion, connaissant un peu les lenteurs qui existent déjà dans les États eux-mêmes, à plus forte raison dans les organisations, moi je maintiens vraiment mon option de travailler véritablement à tester un peu les marchés à terme. La préoccupation peut-être qu'on a, c'est qu'on essaie de voir comment assurer véritablement la sécurité des différentes parties, puisque c'est surtout là où les choses pourraient peut-être... en tout cas, c'est déterminant pour la réussite, puisque vous l'avez suivi lors de notre CRD à Matam, que certains avaient déjà avaient conclu un contrat, la marchandise a été livrée, mais le paiement n'est pas effectué. Donc, et ce sont les producteurs qui courent derrière ces personnes. Parfois aussi, c'est le producteur qui, une fois le produit entre les mains, voit un prix meilleur et qui ne satisfait plus à ses engagements. Donc, je pense que ce travail à faire pour veiller à ce que chaque partie respecte véritablement ses engagements, je pense que c'est un travail fondamental qu'il nous faut faire. Mais en tout cas, encore une fois, je souhaite qu'au moins l'année prochaine, que les producteurs sentent qu'il y a une nette amélioration et que le ministère du Commerce est en train de prendre en charge leurs préoccupations. Je vous remercie. Sur ce, je voudrais encore une fois remercier tout le monde et vous dire que peut-être un groupe de travail, un groupe WhatsApp sera créé, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse poursuivre un peu ces échanges. Ça, c'est juste une introduction. Il appartient à chacun d'entre nous de l'approfondir. Mais un appel aussi à l'endroit des GPistes, de par notre formation, moi je pense que nous avons un rôle majeur aussi à jouer dans le développement de ce pays. Voilà, donc je voudrais vraiment inviter les GPistes à se donner la main et à s'engager davantage véritablement pour le pays. Donc je vous remercie.